Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec la gestion de votre patrimoine. C'est Cœur de patrimoine. On se retrouve pour une petite heure chaque mercredi sur Radio Patrimoine pour accueillir les meilleurs experts qui vous offrent tout leur savoir-faire pour vous donner un maximum de conseils. Alors au sommaire de ce 28e numéro très teinté Trump, bien évidemment, on va commencer par analyser les marchés financiers à la lumière de l'élection ou de la réélection, vous direz comme vous voulez, de Donald Trump. Et puis, dans la foulée de cet événement politique américain, il y a un actif dont on a beaucoup parlé, c'est le Bitcoin. Eh bien, on en parlera aussi sur Radio Patrimoine. Ensuite, on évoquera la transition énergétique et les éventuelles opportunités que l'on peut trouver avec cette alternance. Et puis, enfin, allez, on quittera un petit peu les États-Unis et on parlera partage de la valeur dans les entreprises de 11 salariés et plus. Là, on sera vraiment dans la gestion de patrimoine. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on plonge donc tout de suite dans le direct, entre guillemets, des marchés. On va prendre un petit peu le pouls des choses de cette réélection, de voir un petit peu comment tout ça a été digéré. Voilà, quelques jours après la fameuse nuit américaine. C'est Wilfried Galland qui est avec nous. Bonjour Wilfried. Bonjour Cédric. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de patrimoine, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Alors, quelle analyse peut-on faire de cette victoire de Donald Trump ? J'ai envie de dire, il y a plein d'angles sur lesquels on va essayer de serrer. Alors on peut parler de croissance qu'on pourrait mettre en duel presque avec l'inflation, on peut parler de la Fed, on peut parler bien évidemment de la géopolitique, ça va certainement aussi influer les marchés, puis on regardera un peu comment les bourses, les indices ont réagi. Voilà, vous l'analysez comment cette victoire de Donald Trump d'abord ? Déjà, c'est clairement la victoire de celui qui a mis au cœur de son discours l'économie. Et ça, je pense que c'est un point qui est assez majeur. On pensait que l'élection pouvait se jouer sur des questions sociétales, sur des questions liées par exemple à l'avortement, des questions liées à la démocratie. En fait, on voit très bien que les Américains ont décidé sur à la fois leur portefeuille d'aujourd'hui et l'avenir éventuellement de leurs enfants. Est-ce que je vais être mieux ou pas avec le président qu'on me propose et selon quels critères. C'est ce qu'on a un peu résumé, la fin du mois avant la fin du monde, quoi. Exactement. Et en fait, derrière, ce qui a véritablement beaucoup marqué, c'est si on regarde les politiques de Donald Trump telles qu'il les a présentées dans sa campagne, il y a quatre grands thèmes. Il y a le thème de la baisse des impôts, il y a le thème de la baisse des réglementations, il y a le thème des droits de douane et du protectionnisme. Et puis, il y a également le thème d'un certain retour à une Amérique un peu rêvée. Un certain retour sociétal au fait qu'il faut arrêter de parler d'autre chose que du bien-être des Américains et ne pas se projeter dans des structures, dans un structuralisme qui passe largement au-dessus de la tête des électeurs. Et clairement, ce qu'ont privilégié les électeurs, c'est de se dire, en fait, on va d'abord et avant tout parler de la croissance avec, et vous avez raison de le mentionner, le sujet de l'impact de cette politique que Donald Trump veut très pro-cyclique. L'Amérique va bien. L'Amérique aujourd'hui va bien. Je reprends les mots de Jérôme Powell dans sa dernière conférence de presse. L'état de l'économie américaine est remarquable. Et donc, effectivement, on va avoir une politique américaine, ce qui a été salué par les marchés, au moins dans un premier temps, très pro-croissance, très aussi pro-cyclique, très peut-être Amérique d'abord, mais peut-être Amérique seule. Donc, comment est-ce que tout ceci va s'articuler ? Pour l'instant, les marchés ont dit « ça va bien se passer ». Il y a un certain nombre de questions, et ces questions commencent à arriver. Ouais, la principale question, moi, qui m'a sauté aux yeux, c'était de voir que cette campagne s'est beaucoup axée en faisant porter la responsabilité de l'inflation, qui a beaucoup impacté, entre guillemets, l'Américain, sur le bilan de Joe Biden, des démocrates, etc. Mais quand on regarde toutes les propositions, entre guillemets, qui devraient être la colonne vertébrale de la politique de Trump, comme elle l'avait en partie été lors de son premier mandat, c'est hyper générateur potentiel d'inflation en plus. Enfin, je veux dire, si on remet des doigts arrière-barnières, si on grippe le commerce mondial, si on booste la croissance, etc., ça va forcément générer de l'inflation, non ? Alors, le véritable sujet sur l'inflation, ça va être la politique migratoire. Est-ce que Donald Trump va mettre en place une politique migratoire aussi stricte que celle qu'il souhaite ? Parce que pris isolément, en fait, si on regarde l'impact dans l'histoire
de la mise en place de droits de douane, contrairement à ce qu'on entend un peu partout, ça n'a pas été inflationniste. Ça a été récessionniste et souvent déflationniste. D'accord. Parce qu'en fait, on a effectivement un certain nombre de biens dont le prix monte, mais sur l'ensemble de l'économie, l'impact sur le pouvoir d'achat, si je veux exprimer ainsi, est tel qu'en fait, on a effectivement un effet de baisse des prix général, ou en tout cas un effet de récession. Donc c'est totalement absorbable dans l'économie américaine si, et seulement si, le marché du travail continue à être aussi fluide qu'il l'est. C'est le miracle de l'économie américaine d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a réussi en fait à avoir un taux de chômage inférieur à 4%, là légèrement au-dessus de 4%, autour de 4%, sans avoir d'accélération. Au contraire, on a une baisse de l'inflation. Pourquoi ? Parce que le marché du travail américain, c'est... Alors les chiffres évidemment divergent, hein, mais c'est entre 4 et 6 millions de travailleurs non déclarés aux États-Unis, dont un peu plus de 1 million qui rentrent à peu près tous les ans. Si vous supprimez ça, non seulement si vous supprimez le flux, mais si vous enlevez le stock, c'est-à-dire si je veux... Oui, parce qu'il veut en reconduire théoriquement à la frontière. Voilà, lui, c'est les... Enfin, je cite, c'est un terme assez dur, hein, mais les déportations massives. Là, dans ce cas-là, effectivement, vous grippez votre marché de l'emploi, vous recréez des chocs d'offres sur l'emploi simple. Et là, effectivement, vous avez ce choc inflationniste, en plus, si vous mettez des droits de douane importants. Donc là, effectivement, il va falloir faire très attention parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est véritablement le cœur de la performance américaine, c'est cette fluidité du marché de l'emploi qui permet le développement aussi de la productivité, qui permet l'amélioration de la croissance potentielle, et le fait que tout le monde est confortable sur le fait que l'économie américaine se porte bien dans le moyen terme. Si ça s'arrête, alors effectivement, là, on commence à rentrer dans une autre phase beaucoup plus inquiétante. Aujourd'hui, on sort de cette élection en disant, bon, il a la Maison-Blanche, il a la Chambre des représentants, il a le Sénat, il a la Cour suprême. Enfin, en clair, il a tous les leviers. J'ai envie de dire, en face, il y a à part les États quand même. À part les États. Mais en face, il a un levier qu'il n'a pas encore, et vous avez cité son détenteur, c'est Jerome Powell, c'est la Réserve fédérale. Ouais. On sait qu'ils ont déjà eu des mots. Oui. On sait que la Fed était est engagée dans une trajectoire de remontée des taux. Est-ce que aujourd'hui, de baisse de taux, enfin d'assouplissement, de meilleure gestion, on va dire, de sa politique monétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent s'entendre, ces deux-là? Parce que on sait que, en gros, il n'aime pas bien qu'on lui résiste, Donald Trump. Et en clair, il va falloir que la Réserve fédérale, elle soit compréhensive. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la question, évidemment, a été posée à Jérôme Powell. Le paradoxe ou l'ironie de l'histoire étant que la dernière réunion de la Réserve fédérale était le lendemain de l'élection américaine. Donc évidemment, toutes les questions étaient, en tout cas une bonne partie des questions de la conférence de presse, étaient sur est-ce que lui allait démissionner ? La réponse a été brutale, a tenu en un mot, non. Et est-ce que Donald Trump avait les moyens de le faire partir ? Et la réponse de Jérôme Powell, qui a répondu très clairement, il a dit « Ce n'est pas permis dans le régime de droit que nous avons aujourd'hui. Not permitted under the law ». Et il s'est arrêté là. Ce qui veut dire qu'il se met dans une position de rapport de force avec Donald Trump. Ce qui sera important de voir, c'est comment est-ce que Donald Trump va essayer d'influer sur l'environnement de la Réserve fédérale américaine. Il l'a déjà fait par des tweets, par des propos, par des interviews, sachant que la Réserve fédérale américaine, pour changer ce mode de fonctionnement, il faut un changement du Federal Reserve Act. Et il est très peu probable, compte tenu de l'environnement politique aux États-Unis, que ce Federal Reserve Act soit changé. Vous rappelez effectivement le pouvoir législatif dans les mains des républicains. Sur la Chambre, c'est assez limite. Sur la Chambre, on va avoir à peu près 220 contre 215. Donc, un rapport il faut embarquer... Donc, pour embarquer des républicains qui seront un peu plus traditionnels, ce sera difficile. Mais en tout cas, ça va être le cœur de l'attention des marchés. Les marchés détestent quand on déstabilise ce système-là, qui est le cœur du système financier américain et mondial, c'est le dollar. Si vous déstabilisez le dollar, alors, effectivement, il y a un très gros problème. Donc, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de fonctionner ensemble. Finalement, ils ont réussi dans la première partie dans le premier mandat de Donald Trump. Est-ce que ça va continuer à être le cas ? Il va falloir véritablement suivre ça. Vous avez totalement raison. Sauf que si, à un moment ou à un autre, l'inflation repart, il faudra que Jérôme Powell change son fusil d'épaule. Absolument. Grossièrement ou non de taux. Enfin, voilà, d'où l'importance, effectivement, du suivi
de la politique migratoire. Si ça n'est pas le cas, Jérôme Powell, il a 2 mandats. Il a maximum employment et la partie stabilité, la stabilité des prix. Si effectivement on commence à avoir des instabilités sur le marché du travail qui est trop tendu, là Jérôme Powell sera obligé d'intervenir. Si c'est pas le cas, il peut maintenir une certaine ambiguïté. Donc là, on va peut-être avoir une espèce de levier de négociation pour dire oui, effectivement, vous devez, pour les caméras, mettre peut-être un certain nombre de cars en place en disant vous allez voir ce que vous allez voir, la frontière va être enfin gérée. Il va falloir faire attention de ne pas trop déstabiliser l'économie américaine. C'est quand même là-dessus que les électeurs se sont prononcés aussi. Oui, pour revenir à une politique migratoire beaucoup plus restrictive, mais oui, surtout à un marché de l'emploi qui fonctionne bien. Ouais, et à une grandeur de l'Amérique, etc. Et une grandeur de l'Amérique. Alors, cette grandeur de l'Amérique, elle se mesure aussi peut-être sur le reste de la planète. Ouais. Et là, c'est vrai que la dernière fois, il est arrivé, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de guerre commerciale, donc il a pu allumer une guerre commerciale tranquillement parce qu'il n'y avait pas de conflit. Ouais. Là, il revient, il n'y a peut-être plus tout à fait de guerre commerciale, mais il y a des vrais conflits, des vraies guerres. Comment est-ce que vous voyez, en tant qu'économiste, ce deuxième mandat démarrer avec la Chine, avec la Russie, avec le Proche-Orient ? On est vraiment, avec Donald Trump... J'ose pas dire avec l'Europe, parce que... Non, mais on est vraiment dans une logique très transnationale. L'Europe, on est gentiment qualifié de mini-Chine. Hein, c'est hyper sympa. Voilà. L'Europe, c'est la mini-Chine pour Donald Trump. Formidable. On se sent valorisé tout de suite. On a véritablement un sujet avec Donald Trump sur son approche des relations internationales, qui est une approche qui est très transactionnelle. En fait, Donald Trump revient à une tradition de la diplomatie américaine qui résonne beaucoup aux États-Unis, qui est la tradition d'Andrew Jackson. Andrew Jackson, c'était le président en 1836. C'est le premier qui a dit « Moi, je suis prêt, par exemple, à mettre au service de l'économie l'armée américaine à condition d'avoir véritablement un retour pour les Américains. » Donc, c'était le premier à avoir, après la période virginienne, George Washington et des pères fondateurs, une vision qui était très, effectivement, America First. Et Andrew Jackson, c'est celui dont Donald Trump se nourrit. C'est lui dont le portrait a été remis dans la Maison-Blanche, parce que c'est quelqu'un d'assez controversé, en fait, aux États-Unis, même si tous ceux qui sont allés aux États-Unis connaissent à peu près son image, parce que c'était l'image des billets de $20. Mais on est véritablement là-dedans avec Donald Trump. Donc, est-ce qu'il va réussir à maintenir justement tous ces équilibres avec des gens qui sont un peu imprévisibles ? Peut-être. Mais ça rend le monde plus incertain. Oui. Et ce prix-là, je pense qu'on n'est pas encore véritablement équipé pour l'évaluer véritablement. Cette incertitude née de l'imprévisibilité que lui-même revendique. Il dit « Moi, je suis imprévisible, donc mes interlocuteurs vont se plier à mes desiderata parce qu'ils savent que je suis prêt à faire n'importe quoi. » En termes de gestion de négociation, vous partez quand même sur un périmètre un peu compliqué. Ça rend le monde plus incertain. Ça rend aussi peut-être un certain nombre de conflits. Ça va les remettre en lumière. Et il ne faut pas oublier que Donald Trump, c'est celui qui a permis de signer les accords d'Abraham au Moyen-Orient, et donc d'avoir une certaine légitimité d'Israël, stabilité aussi de la région. Ça n'a pas trop mal marché dans un certain nombre de cas. Donc regardons avec curiosité, peut-être un peu de prudence, mais beaucoup d'esprit d'ouverture, parce que peut-être qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui pourraient avancer plus facilement qu'avec une approche très multilatérale classique. Est-ce que tout n'est que Trump sur votre pas totalement. bureau quand vous arrivez le matin, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous regardez, que vous considérez pour appréhender finalement le contexte financier de cette fin d'année ? Je pense qu'il y a 2 éléments importants. Le premier, tout le monde le sait, c'est comment est-ce que la Chine va piloter ces nouveaux équilibres économiques. Est-ce qu'on va enfin avoir une véritable relance de la demande ? C'est en train peut-être un petit peu d'arriver. Les dernières statistiques sur les ventes au détail en Chine étaient bien plus favorables qu'attendu. Donc même si le reste de l'économie va pas très bien, peut-être qu'il y a un certain élan là-dessus. Et la Chine, c'est le 2e moteur de l'économie mondiale. Donc là, il faut regarder. Et l'autre élément qu'il faut véritablement regarder, pour l'instant, il est très rassurant, c'est le prix de l'énergie et le prix du pétrole. D'accord. Contrairement à ce qu'on imaginait avec les tensions géopolitiques dont on parlait à l'instant, on n'a pas de tension sur les prix du pétrole. Et quand on regarde, par exemple, l'évolution de l'inflation, par exemple en Europe, l'inflation en Europe, elle suit le prix du Brent avec un décalage de 8 mois. En fait, vous prenez la courbe du Brent,
Vous prenez la courbe de l'inflation avec un décalage de 8 mois, c'est quasiment la même courbe. Donc c'est très important d'avoir une stabilité des prix de l'énergie. On a parlé de la stabilité monétaire avec l'inflation. La stabilité de l'énergie, c'est la deuxième stabilité qu'il va falloir véritablement regarder. Pour l'instant, la stabilité des monnaies est là, la stabilité de l'énergie est là. La Chine relance un peu, l'Amérique, il y a beaucoup d'incertitudes, mais le contexte n'est pas si mauvais que ça. Bon, voilà donc un petit tour d'horizon. Pour terminer, Wilfried Galland, qu'est-ce que vous recommanderiez en cette fin d'année à un investisseur, par exemple un particulier qui nous écoute ce matin? Comment il doit appréhender un petit peu ce marché, cette composante de son patrimoine? Je pense qu'il faut déjà enlever le voile de pessimisme très français qu'on peut avoir régulièrement sur l'économie. Les marchés ne sont pas le baromètre de l'économie. Ils n'ont pas vocation à être le baromètre de l'économie. Ils donnent simplement des prix, comme un marché en bas de chez nous, aux actifs qui y sont cotés. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est très important d'abord d'avoir ça en tête. Et il y a énormément de création de valeur qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai deux éléments très importants que l'investisseur doit garder en tête. Le premier, c'est que les taux restent à des niveaux qui sont significatifs et intéressants. Et donc, avoir de la partie taux dans son portefeuille, via des obligations, via des fonds en euros, c'est une bonne idée. En plus, on en parlait plutôt dans une phase de baisse de taux. Donc, la revalorisation de ces actifs-là va continuer à avoir lieu. Ça me paraît intéressant pour stabiliser également les portefeuilles. Hein. On est encore dans une phase qui est plutôt favorable. Et puis, ne pas oublier effectivement qu'on a plein de créations de valeur sur le marché action. Moi, je suis très favorable toujours au marché action américain parce qu'effectivement, c'est le marché leader. Et c'est là, effectivement, où se passe énormément de choses, en particulier sur la technologie. Ne pas oublier quand même le marché d'action européen. On est à des niveaux quand même de valorisation qui restent très, très bas. Si on a un peu une vision Warren Buffett de l'économie, avoir un peu d'audace quand tout le monde a peur, c'est peut-être pas plus mal. Merci beaucoup, Wilfried. Avec plaisir, Cédric. Galland et Montpensier Finance qui nous accompagnaient. On va rester baigné dans ce bain américain et on va parler d'un actif qui a beaucoup fait jaser, c'est le Bitcoin. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis donc, le Bitcoin à l'honneur avec un regard acéré sur cet actif. Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, président de Montaigne Conseil et Patrimoine. Et pour ceux qui vous suivent régulièrement, c'est vrai que vous distillez tout le temps des petits conseils patrimoniaux comme ça autour de cet actif numérique. Bon, déjà, voilà, tout le monde après cette élection de Donald Trump n'a pu que constater, que parler de cette envolée du Bitcoin, de nouveaux cours, de nouveaux plus hauts, etc. Déjà, qu'est-ce qu'il faut penser, j'ai envie de dire presque basiquement, patrimonialement, comme ça, du cours actuel du Bitcoin? Alors, le cours actuel de Bitcoin s'inscrit dans un cycle qui a plutôt une durée de 4 ans, et je pense que cette fois-ci encore, il aura une durée de 4 ans, et nous sommes dans la phase haussière, ou le début de phase haussière du cycle. Et il faut, pour que ce cycle démarre, il faut une étincelle, et l'élection de Trump pourrait être une étincelle qui fait démarrer ce cycle haussier que l'on appelle communément le bull run, et nous pourrions être plutôt au début de cette phase. On le sait toujours après, on ne sait pas forcément toujours au moment, mais en tout cas pas mal d'éléments nous laissent à penser que ce saut, on va dire, on était dans un canal qui était entre 60 et 70 000 $, eh bien on est carrément sorti par le haut puisqu'on est passé de 60-70 000 à 90 000 $ de manière assez rapide, et ça pourrait être le début justement de la phase haussière. Justement, comment est-ce que... Bon, parce que tout le monde ne suit pas forcément toutes les données du Bitcoin, même si chacun en entend un petit peu parler. Comment on doit l'appréhender, cette tendance du Bitcoin? Vous nous dites qu'il y a ces cycles, voilà. Est-ce qu'on est... Alors, bien sûr, ça n'engage que ceux qui y croient, etc. Mais est-ce qu'on peut se dire, tiens, il y a des perspectives parce qu'on fait une forme d'analyse technique, entre guillemets, qui nous rappelle quelque chose, de s'appuyer sur une tendance passée pour essayer d'envisager un petit peu la tendance à venir? Oui, on analyse ce cycle à la lumière des précédents, et souvent il y a un premier élément déclencheur qui marque le cycle, c'est la division par 2 de l'émission monétaire de Bitcoin. Bitcoin est une monnaie désinflationniste, et toutes les 10 minutes, en ce moment, on en émet 3,125 unités. C'est-à-dire que cette année, en 2024, et encore plus en 2025, on trouvera moins de Bitcoin que d'or, par exemple. Donc c'est un actif assez rare, et on sait que quand il y a
la division par deux qui a eu lieu le 19 avril de cette année, c'est souvent à cette période-là que reprend la hausse. Pourquoi ? Parce que les gens constatent que eh bien, c'est un actif rare dont la division par deux de l'émission a eu lieu, effectivement. Donc le programme ne ment pas, l'algorithme est là, tout ce qui est Bitcoin Core, là, le programme informatique est vraiment là, est vraiment fiable là-dessus. Et donc il y a ce niveau de rareté qui nous est rappelé. Et quand cette année nous avons eu en plus l'élément des ETF qui sont venus acheter des bitcoins et qui ont aujourd'hui en termes de volume cumulé dépassé les ETF or, eh bien on se rend compte qu'il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, ce qui a pour effet d'aller tirer les prix à la hausse. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire presque plus que jamais, cet actif, cette devise, on l'avait souvent qualifié d'or des millennials, c'est de plus en plus ça ? Oui, on a parlé d'or des fous au début, puis après on a parlé d'or des millennials, c'est l'or du nouveau continent numérique, et donc qui a besoin de son actif. Il ne faut pas oublier la phrase d'Andreas Antonopoulos que j'aime beaucoup. Il disait que si Bitcoin pouvait paraître la monnaie idéale pour Internet, Bitcoin était bien plus que ça, puisque Bitcoin était l'Internet de la monnaie. Est-ce qu'il faut considérer, on va dire, que le Bitcoin, ou est-ce que tous ces questions que vous évoquez, alors on ne va pas partir sur les dizaines sur les milliers et quelques de crypto actifs qui existent, etc. Mais on sait qu'il y a quelques noms, Ethereum, Bitcoin, etc., qui reviennent quand même très souvent comme étant peut-être, excusez-moi peut-être du qualificatif, mais peut-être les plus sérieux, les plus mûrs. Est-ce qu'il faut tous les considérer, ou pour vous c'est Bitcoin avant tout ? Bitcoin, avant tout, c'est lui qui drive le marché. Il est rare que le marché se réveille sans que Bitcoin se réveille. Et puis aujourd'hui, la dominance de Bitcoin sur le marché, c'est à peu près 60% des encours, à peu de choses près. Bien sûr, il y a des jetons qui nous intéressent, que ce soit bien sûr Ethereum, Solana, BNB ou même le Doge, qui n'a pas forcément d'application primaire, mais qui est à regarder comme un phénomène intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une blockchain, vous avez besoin d'un carburant. Le carburant, c'est ce qui vous permet de payer des frais sur cette blockchain. Donc, il n'y a pas de blockchain sans coin ou sans jeton, et donc c'est important d'avoir cette vision qui est de dire quel carburant ou quelle blockchain fonctionne bien, sur quelle blockchain j'ai des cas d'application, parce que si j'ai des cas d'application, les gens auront besoin d'acheter le coin, le jeton, pour pouvoir payer les transactions. Donc, si j'ai une bonne vision de l'activité dite on-chain, eh bien, je peux faire des prévisions sur les jetons qui pourront mesurer un intérêt une fois que Bitcoin a donné le signal du marché. Alors justement, maintenant rentrons un petit peu dans le conseil qu'on pourrait donner à nos auditeurs. Et on va dire, il y aura deux auditeurs aujourd'hui autour de notre table, celui qui en a ou celui qui n'en a pas. Et quand on voit les sommes dont on parlait au début, la barrière des 90 000, etc., on peut se demander que faire ? C'est-à-dire, si j'en ai, est-ce qu'il faut que je vende tout parce que ça y est, je suis richissime ? Ou si j'en ai pas, est-ce que c'est encore le moment d'acheter parce que c'est quand même très cher ? Alors, vous avez récemment publié une petite vidéo qui m'a titillé, in ou out. Alors voilà, si on est in, qu'est-ce qu'on doit faire, Louis-Alexandre ? Alors, si on est in et on a eu le courage d'en acheter il y a très longtemps, on peut se retrouver avec des très fortes plus-values. Là, je parle de gens qui ont acheté entre 2009 et 2012-2013. Et parfois, il faut se poser la question de faire des cash-out, donc de prendre ces plus-values, partiellement au moins, ne serait-ce que pour diversifier son patrimoine. Je rencontre des gens qui ont parfois 90-95% de leur patrimoine en Bitcoin, et on est là pour les aider à alléger ces positions. Si vous êtes rentré plus récemment et que vous avez des plus-values qui représentent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la mise, n'hésitez pas aussi à alléger vos positions ou à commencer à alléger vos positions, même si je pense que la hausse, on peut se tromper, mais la hausse n'est pour nous pas terminée. Et en tout cas, on est là pour vous aider parce qu'on est des spécialistes de la gestion patrimoniale de Bitcoin. Après, il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui concernent les gens qui ne sont pas dedans, donc qui sont out. Ah oui. Et ceux-là, ils disent à 90 000, je ne peux pas rentrer. Si, vous savez, il n'est jamais trop tard pour rentrer sur Bitcoin. Et puis, on y rentre au niveau où on mérite, en fait, quelque part. C'est ce qu'on se dit souvent entre nous. Donc, en fait, n'y allez pas sur un coup de tête, n'y allez pas sans réflexion, n'y allez pas seul.
Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites attention de là où vous mettez votre argent. Alors, pour aller faire un all-in sur Bitcoin, je pense qu'il faut que vous preniez beaucoup de temps et je pense que ce n'est pas forcément la meilleure décision patrimoniale. Si vous n'êtes pas dedans, prenez ayez la tête froide, allez-y, mais allez-y doucement, allez-y par fraction. Vous pouvez, à la limite, si vous avez décidé d'y mettre 50 000 euros, mettez 10 000 euros maintenant et le reste, étalez-le sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Parce que, en fait, on se rend compte que cette question d'il est trop tard, on l'a eu à 500 euros, on l'a eu à 3000 euros, enfin $500, 3000 $, on l'a eu sur les cycles précédents et c'est toujours la même histoire. Et à un moment donné, il faut se décider pour y aller dedans. Et c'est la meilleure manière de faire, c'est d'y aller progressivement et de ne pas prendre des décisions trop court terme et de se donner au moins un cycle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se donner 4 à 5 ans pour que l'investissement en Bitcoin puisse prendre une décision. Je me suis trompé ou au contraire, c'était fait pour moi. Donc ça veut dire que exit celui qui se dit je paierai bien mes vacances de l'été prochain. Exactement. Là, c'est du casino. Autant qu'il aille jouer au casino, c'est à peu près pareil, puisque comme on a un actif qui est encore plus volatile qu'un marché action qu'une action technologique, c'est un vrai sujet. Par contre, on peut regarder un facteur très intéressant aujourd'hui qui est la masse monétaire dite M2, qui sont les dépôts, le cash, les dépôts à court terme et quelques dépôts à terme et ainsi de suite. Donc tout ce qui est, on va dire, les placements court terme avec le cash. Puisque quand cet élément a tendance à augmenter, eh bien le Bitcoin augmente, et quand il y a de la restriction monétaire, le Bitcoin a tendance à corriger. Donc les baisses des taux vont amener quand même plutôt vers une hausse des cours. Ça peut être un indice qu'il faut regarder. C'est amusant parce que pendant longtemps, c'est vrai, ça a eu un petit côté opaque, sulfureux parfois, avec du doute. Des choses qu'on ne comprenait pas, etc. Et là, vous me parlez de prendre une partie de ces bénéfices, d'investir presque de façon programmée, d'avoir un regard plus à long terme, etc. Enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de plus en plus de parler de Bitcoin finalement comme on parlait d'un investissement action, comme on parlait d'un autre actif, que il a mûri cet actif, oui ou non ? L'actif n'a pas mûri. Ce sont les gens et la perception qu'ils en ont qui ont mûri. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, un certain nombre d'institutionnels, bien au-delà des ETF, puisque là, on parle d'État, on parle de fonds de pension, on parle de fonds de retraite, des gens qui vont mettre des sommes incroyables dans Bitcoin, ou ne serait-ce que même Microsoft qui a posé la question à ses actionnaires de mettre 1% de la trésorerie, c'est-à-dire 800 millions de dollars, sur Bitcoin. Donc je pense que le regard des gens ont changé sur un actif et l'actif, lui, ne change pas. L'actif est immuable, il tient ses promesses année après année, jour après jour, et aujourd'hui il va même évoluer puisque la communauté voudrait le rendre un peu plus programmable avec l'instauration des covenants. Donc l'actif est là, lui, il poursuit sa route, il a ses capacités d'être difficilement censurable. Mais le regard des gens a changé et les gens se rendent compte qu'ils participent que très 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 peu au financement du crime, qu'il est beaucoup produit avec de l'énergie renouvelable et que parfois il faut sortir des stéréotypes et l'intégrer dans une gestion patrimoniale classique. Et alors, dans une gestion patrimoniale classique, on a toujours l'idée de se dire de combien il faut que je diversifie. En clair, on posait la question sur l'or, sur ceci, sur cela. Il faut avoir combien de bitcoin, entre guillemets, en proportion de diversification de son patrimoine ? Nous, on propose d'investir entre 2 et 5% de son patrimoine. Après, il y a des gens un peu plus jeunes qui vont aller un petit peu au-delà, à leurs risques et périls. Mais nous pensons qu'il faut investir entre 2 et 5%. Voilà. Si on est très timoré, on peut investir 2%. Après, il y aura une autre chose qu'on a dit tout à l'heure quand on est in, c'est que parfois ces 2% peuvent devenir 10, 15, 20% de votre patrimoine. Oui, c'est ça. On peut avoir mis 2% de son patrimoine et après se retrouver avec beaucoup plus. Ouais. Exactement. Et là, il faut décider de ce que l'on fait. Est-ce qu'on est bien avec cette position ou pas et est-ce qu'on l'allège ou pas. Merci Louis-Alexandre de Froissart d'avoir pris ces quelques minutes ce matin pour nous rappeler un petit peu les bases de cette classe Bitcoin, entre guillemets, dans notre patrimoine. Le président de Montaigne Conseil et Patrimoine. Merci Louis-Alexandre, très bonne journée. Merci Cédric, n'oubliez pas, Bitcoin était un adolescent, il est là pour longtemps, et est-ce que vous serez aussi là pour longtemps ? À très bientôt Cédric. Merci beaucoup, à très vite. Cœur de patrimoine se poursuit et on continue à voyager dans les vagues de l'élection, de la réélection de Donald Trump. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et oui, parce que cette élection, ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est pas forcément ESG compatible, on va dire. Ça pose peut-être des questions de transition énergétique, etc. Et on va essayer de brosser un petit peu tout ça et de réfléchir autour de cette transition avec Yann Loin. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, directeur commercial de Pictet AM. Voilà, cette transition... je le disais, qui n'est pas 100% Trump, on va dire. Quelle perspective on a, puisque c'est lui qui a remporté l'élection présidentielle américaine? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que Trump ait fait campagne sur un projet pro-écolo, ou en tout cas en mettant en avant la transition énergétique. Il faut se rappeler qu'en 2017, Trump avait acté le retrait des États-Unis des accords de Paris. Donc, on peut se poser la question de la dynamique de la transition énergétique, peut-être également des performances boursières des secteurs clés. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a des éléments au moins aussi importants que la dimension politique. Ce sont les éléments technologiques et économiques. Nous sommes entrés dans une transition technologique d'envergure avec l'essor des technologies portées par l'intelligence artificielle. Et il est vrai que l'une des grandes contraintes de l'intelligence artificielle, c'est que c'est très consommateur d'énergie. Aujourd'hui, on estime que les data centers consomment à peu près 1% de l'énergie globale de l'électricité mondiale. Et il y a une tendance qui est plutôt à la hausse. Et aujourd'hui se pose la question de la fourniture de cette énergie-là. Les États-Unis estiment que d'ici 2030, 8% de l'électricité consommée aux États-Unis sera dédiée à l'intelligence artificielle. Une requête sur ChatGPT, typiquement, consomme 10 fois plus d'électricité qu'une requête sur Google. Donc, nous aurons nécessairement besoin, pour soutenir l'essor technologique, d'adapter les systèmes énergétique et notamment d'investir dans les sources de production, d'investir dans les réseaux intelligents, les fameux smart grids, et également d'avoir cette capacité à déployer des outils et des équipements qui sont moins consommateurs, moins énergivores. Et là, c'est directement les puces énergétiques qui vont permettre d'avoir des équipements avec des rendements, des efficiences énergétiques bien meilleures. Donc vous voulez dire, on a un Donald Trump qui dit drill, 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 enfin qui veut confort partout, que chacun ait son puits de pétrole, et de l'autre côté, on a un Elon Musk qui va lui dire non mais attends, il faut que mes data centers puissent tourner, donc j'ai aussi besoin de la transition énergétique. Exactement, alors les deux seront liés. On ne pense pas que la transition énergétique et l'investissement, notamment dans les énergies renouvelables, permettra de consommer moins de pétrole. Ça viendra en addition certainement, mais en tout cas, il est certain que la technologie est à la fois le problème, mais aussi la solution de la transition énergétique. Et les deux sujets sont de toute façon intimement liés. Mais vous avez rappelé qu'il avait dénoncé les accords de Paris. On peut imaginer, dans le sillage d'un deuxième mandat Trump, qu'on ait une neutralité, enfin, au moins un engagement neutralité carbone les États-Unis se sont engagés, sont revenus dans les accords de Paris via l'administration Biden, se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est le cas de l'Europe également, la Chine en 2060. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont, et notamment des multinationales, qui se sont engagées à atteindre ces objectifs de zéro carbone. C'est le cas de Google typiquement, d'Amazon également. Et donc, oui, puis on voit même les majors américaines du pétrole qui disent faut pas changer les règles toutes les 3 minutes, on a besoin de stabilité aussi. Oui, il y a ce besoin de stabilité, puis il y a aussi la dimension économique. L'efficience économique prime, si on met de côté les sujets purement écologiques. Aujourd'hui, la source d'énergie la moins coûteuse en termes de production, ce sont les énergies renouvelables. C'est le solaire, c'est l'éolien. On est sur des prix à la production qui tournent aux alentours de 50 € le mégawattheure, contre aujourd'hui 60 € pour le nucléaire, avec les réacteurs nucléaires qui sont déjà installés. On a un prix pour le nucléaire qui est une tendance haussière, c'est-à-dire que Flamanville, par exemple, le dernier repère qui va être installé, sera plutôt sur des niveaux de 120 € le mégawattheure, parce qu'on a des besoins de certification qui sont plus importants, parce qu'on a eu des retards à financer aussi, parce que les coûts initiaux en termes d'investissement sont plus élevés. Et donc, on a d'un côté l'énergie nucléaire qui a plutôt tendance à augmenter en termes de prix, et puis les énergies renouvelables qui, elles, ont plutôt tendance à baisser. C'est-à-dire que le solaire, typiquement, a baissé d'environ 90% au cours des 10 dernières années.
Mais il y a aussi des nouvelles technologies. Enfin, vous citiez les anciens, entre guillemets, réacteurs nucléaires. Il y en a de nouveaux. Puis, il y a d'autres technologies qui offrent des opportunités, non? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations également en la matière. Alors, il y a ces fameux SMR qui ont été sur le devant de l'actualité parce que Google a noué un partenariat avec Kairos, l'un des leaders dans le développement de ces small modular reactors, donc des petits réacteurs nucléaires qui ont l'avantage d'être plus portables, qui sont modulables et qui ont cette vocation à être construits en usine. Donc, c'est différents modules qui sont assemblés, donc avec effectivement aussi cet avantage d'avoir moins de délai de production, en tout cas moins de retard dans les productions. N'oublions pas que Flamanville a été livré bien après le délai initialement prévu, avec des coûts qui ont été multipliés par 5 entre les coûts initiaux et en tout cas les coûts réalisés. Et c'est vrai qu'on a ces innovations-là qui viennent peut-être disrupter ce marché, mais malgré tout, ces petits réacteurs nucléaires qui sont limités à une puissance de 300 MW contre des grands réacteurs d'une puissance environ de 1000 MW ne profitent pas des économies d'échelle, ont des coûts de production par mégawatt qui sont également très élevés. Et nous ne sommes pas encore dans une logique d'industrialisation, donc les coûts ont du mal à être absorbés. Nous n'avons pas encore cette scalabilité, pour reprendre un terme qui a été beaucoup utilisé. Ça, c'est le nucléaire, mais il y a d'autres technologies. Par exemple, il y a l'hydrogène aussi, dont on a beaucoup parlé. Alors, on sait que il y a eu du bon et du moins bon, mais ça reste valable. C'est quelque chose à considérer? C'est vrai que d'un point de vue boursier, c'est pour le coup très value, puisque les sociétés spécialisées dans les piles à combustible ou dans l'hydrogène ont des parcours de performance très compliqués. Sur 5 ans, c'est entre moins 90 et moins 95%. Des sociétés comme Fuel Cell, comme McPhy par exemple, ont eu des parcours très compliqués. L'hydrogène, ça peut être intéressant pour plusieurs raisons. Pour le transport collectif, alors il y a aussi quelque chose à prendre en considération, c'est que beaucoup imaginent l'hydrogène comme une technologie verte. Ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que 95% de l'hydrogène qui est produit à partir de méthane. Oui, c'est ça dépend de l'hydrogène qu'on met dans le réservoir. Exactement, sur un processus qu'on appelle le reformage. Donc globalement, on va déstructurer une molécule de méthane pour créer de l'hydrogène, mais rejeter aussi beaucoup de CO2. Et donc, l'hydrogène vert va nécessiter, dans sa production, un apport en énergie renouvelable important. Et donc, je dirais que le salut de l'hydrogène vert ne dépend que de la production d'énergie renouvelable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine sera certainement demain le grand leader de l'hydrogène, puisque la Chine déploie beaucoup plus massivement que tous les autres pays dans le monde les énergies renouvelables, et à commencer par le solaire. En 2023, la Chine a installé plus de panneaux solaires que l'Europe n'en a installé en l'espace de 30 ans. Donc c'est assez impressionnant. Et alors, si on se projette un peu, si on essaye d'offrir aussi à nos auditeurs un coup ou un demi-coup d'avance, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité qui se présente devant nous? Qu'est-ce qu'on peut mettre en tête de gondole? C'est vrai que lorsqu'on aborde la transition énergétique, il semble qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui vont en profiter, à commencer par les semi-conducteurs. C'est vrai que nous avons aujourd'hui un déploiement des semi-conducteurs et notamment de puissance concernant la transition énergétique, avec des miniaturisations des composants, des transistors. Prenons typiquement le cas de Nvidia, la plus Blackwell qui est sorti cette année, est à la fois 30 fois plus rapide que l'ancienne génération qui date d'il y a 2 ou 3 ans et 25 fois moins consommatrice d'énergie. Donc, il y a beaucoup à attendre de ces secteurs-là. Concernant les semi-conducteurs de puissance, nous sommes en plus sur des points bas, puisqu'ils viennent nourrir et sont utilisés dans l'industrie automobile et dans l'automobile électrique notamment. Les réseaux électriques aussi, c'est un vrai sujet. Nous estimons que pour 1 euro dépensé en énergie renouvelable, il faut dépenser également 1 euro dans les réseaux de distribution énergétique qui doivent être adaptés. Les réseaux intelligents doivent s'adapter à cette nouvelle demande et à cette nouvelle façon de déployer l'énergie, puisque nous évoquons là des centrales déployées qui sont beaucoup plus éparses sur le territoire. Et puis, il y a aussi des besoins de spécification qui sont très importants. Reprenons l'univers du semi-conducteur. Il y a certes Nvidia qui va produire des puces, qui va designer des puces GPU très standardisées. Il y a aussi des acteurs comme Marvell, comme Broadcom, qui vont aller beaucoup plus loin dans la personnalisation, dans la spécification et dans la customisation de ces puces-là, et qui sont des
des entreprises qui ont certainement un potentiel de développement très important. Ça va se jouer où, tout ça? Parce qu'on a parlé des États-Unis au début, vous nous avez dit un mot de la Chine sur le solaire, pas un mot d'Europe pour le moment. Donc, je sais pas, ça va se jouer où? Ça va se jouer aux États-Unis, ça va se jouer en Chine, et nous, on va regarder passer le train C'est vrai que le développement technologique aujourd'hui se passe plutôt aux États-Unis. Les grands leaders technologiques sont américains. La Chine est toujours un petit peu en retrait. Alors, on peut se poser la question d'une relance budgétaire chinoise qui viendrait accompagner l'essor de la transition énergétique d'un point de vue boursier également, parce que c'est vrai que la Chine est clairement leader dans la production de véhicules électriques, dans la production de batteries, dans également tout ce qui est éoliennes, dans les turbines éoliennes. Vous avez une entreprise comme Goldwind, par exemple, qui est leader mondial, qui arrive à produire des turbines éoliennes 20% moins chères que son grand concurrent qui est Vestas et qui est européen. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que la Chine a un potentiel de rattrapage qui est intéressant. En tout cas, c'est aujourd'hui une part importante du PIB chinois que la transition énergétique. La Chine est à la fois le plus grand pollueur, mais aussi le plus grand développeur de solutions énergétiques durables. Et en revanche, en Europe, c'est vrai qu'on a l'impression de compter les points, puisque technologiquement, hormis quelques entreprises, on peut citer ASML par exemple, spécialiste de la lithographie, on n'a pas de grands spécialistes et de grandes entreprises leaders dans le secteur. Et puis, en termes de consommation, on est confronté toujours à cette concurrence chinoise qui a des coûts de revient bien inférieurs aux entreprises européennes en moyenne. Bon, on se dit au boulot, quoi. Au boulot, effectivement. Merci beaucoup, Yann. Yann Loin, donc, pour Pictet Asset Management, qui était ce matin dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt. Merci, Cédric. À bientôt. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. Allez, on a refermé notre grand dossier, j'ai envie de dire Trump, et on va revenir sur des questions patrimoniales avec Jérôme Dédéian. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, président de Mon Partenaire Patrimoine. Et je le disais, on quitte un petit peu les Trumpitudes de l'actualité depuis quelques jours maintenant, et on va parler de certaines entreprises et d'une obligation notamment, obligation de plus, qui frappe certaines entreprises. Ce sera pour dans quelques semaines maintenant, au 1er janvier prochain, 1er janvier 2025. C'est-à-dire que vous voulez qu'on termine l'année avec une obligation de plus, avec le moral dans les chaussettes. Je vois où vous voulez en venir, Cédric. Vous avez l'intention de le prendre du mauvais côté. Alors qu'en fait... quand on me dit obligation, parfois... Oui, et pourtant cette obligation est une très bonne chose et je vais essayer de vous le prouver. De quoi s'agit-il? Il s'agit, à partir du 1er janvier 2025, pour toutes les entreprises qui comptent 11 salariés ou plus, et qui gagnent de l'argent, ça c'est très important, et qui n'ont pas de dispositif de partage de la valeur en place, d'en mettre un au profit de leurs collaborateurs et du dirigeant de ces entreprises, car il y a droit, charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Bon, d'accord, mais c'est quand même une obligation. Oui, mais c'est une saine obligation, Cédric. Reprenons les critères. Il faut avoir 11 salariés ou plus. Et il faut gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut que votre bénéfice net fiscal soit supérieur à 1% de votre chiffre d'affaires pendant 3 ans pour que vous soyez pris par l'obligation et évidemment que vous ne soyez pas déjà partageux, c'est-à-dire que vous n'ayez pas déjà en place un mécanisme parmi ceux qui sont éligibles à cette nouvelle obligation de partage de la valeur, qui sont la participation, l'intéressement, le plan d'épargne d'entreprise avec abondement, le plan d'épargne retraite d'entreprise avec abondement, ou là, je sais que je ne l'aime pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça, prime de partage de la valeur. Donc c'est pour ceux qui étaient quand même un peu en retard. Alors, c'est pour ceux qui étaient un peu en retard ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir un expert comptable ou un professionnel du patrimoine qui sont venus les voir en disant « Tu sais que si tu en faisais profiter tes collaborateurs, dans la mesure où tes résultats te le permettent, on ne demande pas à des entreprises qui ne gagnent pas d'argent d'en dépenser, voilà, dans la mesure où tes résultats te le permettent, tu sais que tu pourrais fidéliser, mieux rémunérer, plus efficacement que du salaire, avoir vraiment ce qu'on appelle une stratégie d'avantages sociaux, te permettant d'être attractif et de garder les bons éléments, et en plus, tu peux en bénéficier, toi qui es le gérant de la SARL ou le président ou le directeur général de la SAS. Ça marche même pour les travailleurs non salariés classiques, artisans, commerçants, professions libérales. Donc des 11 salariés. Des 11 salariés, absolument. Et donc, c'est une obligation qui est à la main du patron quand même, il faut le dire. Et donc, je redis que ça n'est pas une obligation de montant. On n'a pas de montant contraint comme avec la formule légale de participation aux bénéfices pour les entreprises de plus de 50 salariés. D'accord. Le patron doit mettre en place quelque chose, mais il met en place quelque chose à sa main et pour les montants qu'il décide d'y consacrer, sous réserve bien entendu que son entreprise en ait les moyens.
Donc, si on prend le truc froidement, vous allez vous retrouver avec des patrons, alors peut-être une minorité de patrons voyous qui mettront en place un truc qui donnera rien, mais c'est compliqué à assumer en management. En revanche, si vous avez très peu de moyens, vous allez mettre un plan d'épargne d'entreprise avec très peu d'avantages, vraiment le socle minimum. Si vous voulez ne donner que si on fait mieux que ce qui était prévu, vous allez très naturellement vous tourner vers un accord d'intéressement où vous allez définir des critères de performance, de surperformance par rapport au budget standard de l'entreprise, et vous êtes prêt, s'il y a surperformance, donc un surplus à en partager une partie avec vos collaborateurs et collaboratrices et en mettre un bout dans votre poche. Et puis évidemment, il y a le patron éclairé, celui dont on espère qu'il ira voir son professionnel du patrimoine pour lui dire qu'est-ce que je peux faire, quel levier je peux tirer de ces outils, et on lui expliquera qu'ils sont très efficaces et que c'est une façon très très avantageuse de rémunérer les gens en ayant un impact positif sur son compte d'exploitation. Vous allez me dire que vous allez réussir à faire comprendre à un patron qu'il peut donner plus en dépensant moins ? C'est exactement ça, Cédric, et je vais vous le prouver de façon assez simple avec vraiment une règle de 3 mathématiques, vraiment de calculatoire extraordinaire, donc la data magique. Quand vous mettez de l'intéressement ou de l'abondement dans un plan d'épargne en place, l'entreprise dépense 100 €. On est d'accord ? Mettons, par hypothèse, qu'elle dépense 100 €. Si cette somme atterrit sur le plan d'épargne du collaborateur ou du patron qui l'a mis en place, vous allez vous retrouver avec 90,3 € de pouvoir d'achat net placé dans le plan pour 100 € de budget dépensé par l'entreprise. Si vous le faites en salaire, compte tenu du coin social et fiscal français que nous connaissons et que nous commentons abondamment régulièrement, vous allez vous retrouver, selon la tranche marginale d'imposition des gens et votre convention collective, le niveau de vos charges, entre 35 et 45 € net dans la poche du bénéficiaire pour 100 € dépensés par l'entreprise. Vous voyez qu'on est une Il n'y a pas photo, comme on dit. Oui, x2 ou x3 d'efficacité, ça ne se refuse pas. Et alors, on doit rester à 100 €, c'est plafonné, etc. Alors, il y a des plafonds. On peut y aller, machin, on est tranquille. Alors, en fait, pour la faire courte, il y a évidemment des plafonds à ces mécanismes avantageux, mais ce sont des plafonds que je considère comme théoriques, parce que, comme vous le savez, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est la référence pour les plafonds de ces dispositifs de partage de la valeur, est revalorisé une nouvelle fois. Qu'on entend chaque année, qu'on prend bien soin de ne pas prendre en compte et d'oublier, alors qu'il est très important. Il est fondamental. Donc, pour 2025, il a été fixé à 47 100 €, donc il est de nouveau en progression. Et si vous prenez l'intégralité de ces mécanismes de partage de la valeur et que vous les poussiez jusqu'au bout en allant au plafond, vous pourriez aller jusqu'à 82 000 € avec ces 90,3% d'efficacité pour chaque personne chaque année. Évidemment, très peu d'entreprises ont les moyens de dépenser autant, mais ça veut dire que dans les faits, le plafond, il n'y en a pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on arrive au plafond, c'est que tout va très, exactement. Très, et si vous connaissez des bien. Entreprises qui peuvent se permettre de verser ce plafond, évidemment, je veux bien gérer leur plan d'épargne. Bon, et vous le disiez, alors déjà, c'est super socialement pour le patron, ça lui donne une bonne image. C'est super pécuniairement pour les salariés, parce qu'ils récupèrent un petit peu plus de pognon, entre guillemets, que si c'était du salaire. Mais le chef d'entreprise, il ne s'oublie pas en plus. Il y a droit aussi. Il y a droit jusqu'à 249 salariés. Donc il y a un peu de marge. On est vraiment dans la PME. On va jusqu'à la limite de l'ETI en définition européenne. Donc en fait, à partir de 1 salarié, même à temps partiel, le dirigeant y a droit, quel que soit son statut. Alors évidemment, il va être obligé de raisonner en tenant compte de son environnement. Car s'il décide d'en mettre plein dans sa poche, il va falloir qu'il donne beaucoup à ses salariés. Donc en fait, on va la faire courte, il y a 3 cas. Il y a le cas de l'entreprise, 11 salariés et plus, celles qui sont pris par la contrainte. Et donc le chef d'entreprise va plutôt caler ce qu'il est prêt à donner à ses collaborateurs et il va par surcroît en bénéficier à hauteur de ce qu'il a donné au collaborateur le mieux payé après lui ou elle, selon les cas. Mais il y a tous les cas assez intéressants où le patron de la société opérationnelle a pu s'organiser avec une holding animatrice. Évidemment, tous les dirigeants qui ont un outil de travail opérationnel qui commence à valoir quelque chose ont tout intérêt, patrimonialement, à anticiper et à s'organiser avec une holding. Si ce n'est pas fait, il faut qu'ils le fassent. Et si c'est fait, dans cette holding, ils peuvent avoir un salarié de leur choix, qui peut être un membre de leur famille. Et à ce moment-là, ils font en bas, comme ils ont envie de le faire pour leurs collaborateurs, avec le budget qu'ils décident d'y consacrer. Et en haut, ça devient un outil d'organisation de leur rémunération qui peut être extrêmement efficace entre eux, ce qu'ils prennent en indemnité de mandat, en assimilé salaire de présidence ou de directeur général de SAS, ce qu'ils prennent en dividende et ce qu'ils prennent avec ces mécanismes de partage de la valeur qui sont même plus efficaces que du dividende. Donc ça veut dire qu'il faut se rapprocher de son conseil et il faut prendre les choses globalement pour ajuster le tir
et bien régler finalement son organisation patrimoniale. Exactement. Et comme d'habitude, il faut travailler en interprofessionnalité, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec le pôle social, avec votre expert comptable et son pôle social et son pôle juridique. C'est souvent lui qui fait le juridique corporate, si vous me passez le juridique de société des TPE et PME. Et puis, il faut travailler avec quelqu'un qui connaît très bien la matière, car pour vraiment maximiser l'efficacité des dispositifs pour le patron ou la patronne, et pour leurs salariés, il faut vraiment avoir un paramétrage fin. Il faut jouer, par exemple, sur la règle d'ancienneté pour la distribution de l'abondement. Il faut jouer sur de la répartition au temps de présence, en présence de salariés à temps partiel. Tout ça se regarde vraiment dans une ingénierie fine qui est largement plus intéressante et plus compliquée que ce que la simple lecture du Code du travail permet de faire. Mais jusqu'à présent, ou de façon un peu primaire, on va dire, quand on parlait comme ça de rémunération, on avait tendance à balancer un mot, c'était dividende, c'était une espèce de formule magique. C'est-à-dire que ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est même... Alors, on a compris, c'est plus efficace que du salaire. Et oui. C'est plus efficace que du dividende. Alors, c'est plus efficace que du dividende. Et là aussi, je peux vous le prouver avec un calcul mathématique de haute volée, Cédric. Vous prenez vos 100 euros, c'est ça ? Quand une entreprise, je reprends mes 100 euros, quand elle veut verser 100 euros de dividende à un actionnaire, d'accord, ça va lui coûter 133 euros, parce qu'il y a eu 25% d'impôt sur les sociétés, je fais le calcul à l'envers. Et une fois que vous avez pris le prélèvement forfaitaire unique, s'il tient, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à 4%. Alors, elle n'est pas toujours là, mais vous vous retrouvez entre 70 et 66 euros net dans la poche de l'actionnaire pour 100 euros de dividendes versés par l'entreprise qui lui ont coûté 133 de prélèvement. On est d'accord ? Et je ne prends même pas en compte la future qui n'est plus temporaire, contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, vous savez, avec les 20% qui viennent toper les 12,8, etc. Bon. Alors que si vous faites 100 euros d'intéressement, d'abondement ou de participation dérogatoire à laquelle vous vous soumettez volontairement, je vous rappelle que pour 100 euros dépensés par l'entreprise, on a 93% d'efficacité, 90,30 euros dans la poche du bénéficiaire. Donc c'est évidemment plus avantageux que du dividende. Et là où c'est magique, c'est que ça n'est pas soumis à la CEHR ou à la future contribution anciennement temporaire sur les très hauts revenus. Voilà. Je vous rappelle que quand on enlève le mot temporaire, c'est définitif. Et donc, pour extraire de la valeur de votre outil professionnel, pour la transformer en épargne patrimoniale personnelle, c'est ce que nous, on appelle l'ingénierie patrimoniale des dispositifs de partage de la valeur. On en a même fait une offre chez mon partenaire patrimoine, on appelle ça MPP Pro, parce que c'est vraiment un savoir-faire spécifique qu'il faut être capable de déployer finement. Bon, donc je remballe ma critique d'obligation, elle est plutôt pas mal, cette obligation, et on peut en tirer profit. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en quelques mots, qu'on doit aussi rappeler ou qui sont nouveaux, entre guillemets, dans ces questions de partage de valeur ? Oui, si on termine en faisant un petit tour des dernières nouveautés ou actualités du partage de la valeur, j'ai noté quelques nouveautés qui sont assez bienvenues. On a ajouté 3 nouveaux cas de déblocage anticipé dans le plan d'épargne d'entreprise, celui de proche aidant, celui de rénovation énergétique de la résidence principale et celui d'un achat de véhicules propres, donc typiquement électriques. Alors, dans l'air du temps. Attention, Cédric, je vous connais. Vélo taf, pour le vélo électrique, il rentre dans ce cas de déblocage, mais il faut l'acheter neuf. Ça ne marche pas pour les achats d'occasion. Bon. Voilà. On a ensuite changer mon vélo, du coup. Voilà. On a aussi de nouvelles obligations, mais finalement ça va dans le bon sens, d'ajouter des fonds labellisés avec un certain nombre de labels éligibles dans les plans d'épargne, et puis de mettre dans notre fameuse gestion pilotée par défaut du plan d'épargne retraite une part d'actifs non cotés. On l'a fait avec une technique assez simple. On met des LTIF dedans. Vous savez, c'est European Long Term Investment Funds. Et on met dedans, sur le modèle des OPCI, pour l'immobilier, 30% de liquidités qui permettent de faire en sorte que le non-coté est éligible à la gestion pilotée du plan d'épargne retraite sans qu'on ait de problème de rachat. C'est ça, parce qu'il y a toujours pour pouvoir gérer les rachats. Du rachat. Ouais. Dernier point. Vous savez que dans le plan d'épargne retraite d'entreprise, dans la limite des 16% du plafond annuel de la sécurité sociale, qui était dans mes 82 000 euros de tout à l'heure, c'était à l'intérieur de mon paquet, on avait le droit de faire un abondement unilatéral de 2% du PAS. Donc l'employeur pouvait décider de cotiser pour la retraite de ses collaborateurs et la sienne en consentant à un abondement unilatéral, c'est-à-dire pas déclenché par un versement du collaborateur ou du bénéficiaire du plan. Désormais, cet abondement unilatéral peut monter à l'intérieur du plafond de la Sécu jusqu'à 3 000 ou 6 000 euros, selon qu'il y a ou non un accord d'intéressement. Donc, c'est plus de souplesse pour les chefs d'entreprise. Bon, ben voilà, quelques points en plus pour ce tour d'actualité très complet. Et on vous en remercie sur cette actualité du partage de la valeur. On rappelle obligation, mais donc qu'on transformera avec une petite notation positive. Pour les entreprises de 11 salariés et plus, ce sera au 1er janvier 2025. Merci Jérôme. Merci Cédric. Et mon partenaire Patrimoine. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Très bonne semaine.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.